Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine. Donc on reviendra sur le statu quo de la Fed et surtout le discours de Jerome Powell. Je vous ai mis aussi quelques stats macro à surveiller de près la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi technique de mes trades court terme avec quelques changements cette semaine. Donc, j'ai toujours le BX4, Trigano, Veolia. J'ai vendu toutes mes actions et j'ai encaissé un bon gain quand même sur ce trade. Ensuite, j'ai toujours Biomérieux, Eramet, Safran, Bouygues, Bureau Veritas, GTT, Imeris, La Française des Jeux, Pernod Ricard, Thermador et deux nouvelles entrées cette semaine, Legrand et Kering. Je vous montrerai un peu mon plan de trading pour ces deux sociétés et on terminera par trois actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Rémi Cointreau, Wavestone et SPI. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro pour cette semaine. Je vous ai mis les PMI services en France du mois d'avril qui sont ressortis à 47,3, donc un petit peu mieux que prévu, c'était prévu 46,8 mais plus faible que le mois précédent où ils sont ressortis à 47,9. Donc je vous rappelle, au niveau des PMI, c'est la barre des 50. Quand on est au-dessus des 50, c'est une expansion de l'économie. Quand on est en dessous des 50, c'est une contraction. Donc on est toujours en dessous des 50 au niveau des PMI services. On n'est pas très loin, mais on voit qu'on traîne quand même au niveau des PMI en France. Je vous ai mis la même chose pour l'Allemagne, donc mieux que la France, mais on voit que le mois dernier, l'Allemagne était à 50,9 au niveau des PMI services et que le mois d'avril, ils sont ressortis à 49. Donc voilà, un coup on est au-dessus des 50, un coup on est en dessous. On va dire que ça représente un peu la croissance de presque la zone euro, où on ressort avec, on est ressorti à peu près 1% du PIB. Donc voilà, on zigzague entre au-dessus des 50 et en dessous, je vous ai mis pour la zone euro le PMI composite de S&P Global. Donc là, on regroupe les PMI services de la zone euro et les PMI manufacturiers de la zone euro et on est retombé à 50,4. Donc plus faible que le mois précédent, on était à 50,9. Donc on est pile presque sur les 50. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une énorme croissance dans cette zone euro. Et je vous ai mis aussi les PMI services pour avril en zone euro, 50,1. On a baissé par rapport au mois dernier où ils sont ressortis à 51, mais un peu mieux que prévu. Donc au niveau des stats de cette semaine et des PMI, donc mieux que prévu, mais plus faible que le mois précédent. Donc affaire à suivre pour les prochaines semaines au niveau des PMI de la zone euro. La stat à suivre au niveau de la zone euro la semaine prochaine, je vous ai mis le PIB, donc le deuxième estimation pour le premier trimestre. On va voir, on était ressorti à 1,2 et on va voir si ça va être meilleur ou pas. Mais bon, je pense 1,2, il ne va pas y avoir énormément de surprises sur ce PIB européen. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a l'Espagne et l'Italie qui tirent un peu cette zone euro parce que la France et l'Allemagne, les deux plus gros poids lourds de cette zone euro, c'est pas très très joli. Alors on espère avec ce plan de relance massif de l'Allemagne que ça va porter ses fruits dans quelques semaines, quelques mois, parce que sinon, on va être aux alentours des 1% de croissance sur cette zone euro, voire même pas loin des 0% encore sur cette année 2025. Donc il va bien falloir qu'un jour, on arrive quand même à se réveiller, et je pense particulièrement à la France.
Allez, on va traverser l'Atlantique pour aller voir les stats économiques des États-Unis. Donc, il y a eu pas mal de choses quand même cette semaine. On a eu aussi tout ce qui est PMI. Donc là, je vous ai mis les PMI composites de S&P Global pour le mois d'avril. Donc, plus faible que prévu et plus faible que le mois précédent. Donc on voit clairement quand même un petit ralentissement de l'économie américaine. Donc je vous ai bien dit un petit, c'est pas encore, on est toujours au-dessus des 50. On est ressorti à 50,6 au niveau des PMI composites S&P Global, PMI services 50,8. Donc ça ralentit parce que par exemple les services on était à 54,4 au mois de mars, mais on est toujours sur une expansion de l'économie parce qu'on est au-dessus des 50. On n'est pas loin de la neutralité des 50, mais ça va être à suivre. Je vous ai mis aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc rien à signaler de ce côté-là. Au niveau des stats de l'emploi, ça tient plutôt pas mal. Au niveau des États-Unis, il va falloir suivre de très près le chômage qui est toujours les dernières stats à 4,2. Si on a une augmentation, là, ça pourra être dangereux pour l'économie américaine, mais les stats au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage tous les jeudis, il n'y a pas de grosses surprises. Et cette semaine, il n'y a pas eu de grosses surprises à suivre de très près. Le gros rendez-vous de cette semaine, c'était bien évidemment la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc pas de surprise, Jérôme Powell n'a pas bougé les taux. Donc on est quand même toujours à 4,5%. Ce n'est pas rien quand même, surtout que l'inflation aux alentours des 2,4%. Donc on voit qu'on est quand même très au-dessus de l'inflation, mais le discours de Jérôme Powell a été assez simple. Il n'a rien dit d'exceptionnel. Data dépendeur, il suit les stats. Il a dit quand même qu'il pourrait y avoir un ralentissement économique, augmentation du chômage. Il a sous-entendu qu'il pourrait avoir un ralentissement économique et peut-être une augmentation du chômage, mais qu'il fallait faire attention à l'inflation. Donc si on a tout ce qui sous-entend, c'est direction la stagflation pour les États-Unis. Et là, ça serait une autre histoire. Mais surtout, la grande interrogation, c'est il ne peut pas trop bouger et surtout pas lancer de pavé dans la mare, si je puis dire. Parce que avec ces histoires de guerre commerciale et de tarifs douaniers, où ça commence quand même à négocier. Il y a eu jeudi la négociation, il y a eu un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis, donc ça commence à avancer. Ce week-end, gros rendez-vous en Suisse entre la Chine et les États-Unis, donc on verra bien ce week-end qu'est-ce qui va sortir de cette réunion. Si les deux pays vont trouver un accord sur cette guerre commerciale, parce que ça ne peut pas durer ces 145%, je crois, de tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis. On a vu que le PIB de la zone des États-Unis avait fortement chuté au premier trimestre, mais parce que les entreprises américaines avaient fait un surstock de énormément. La balance commerciale, il y a eu des importations du jamais vu aux États-Unis des produits chinois parce qu'on savait qu'il allait y avoir les tarifs douaniers. Donc ça nous a fait un PIB très faible aux États-Unis, mais ça ne reflète pas en fait l'économie réelle parce que c'est des stocks. Donc je pense qu'au niveau du prochain trimestre, ça va repartir pour l'économie américaine au niveau du PIB, mais on voit que c'est tellement exceptionnel ce genre de guerre commerciale et que personne n'est vraiment habitué. Au niveau de la balance commerciale, c'est au niveau de la Chine et des États-Unis, la Chine a exporté je sais plus combien de milliards de dollars aux États-Unis et l'inverse pareil pour les États-Unis. Donc on sait plus trop où on en est. Donc bien évidemment, comme Jérôme Powell ne sait pas trop ce que va faire l'administration Trump, il attend de voir. Donc la prochaine réunion, ça sera au mois de juin. Est-ce que là, il va donner plus de détails? Je ne pense pas, parce que sur cette pause de 90 jours, ça nous emmène jusqu'à début juillet. Donc ça va être l'été. Donc le risque, c'est bien évidemment de baisser les taux d'intérêt trop tard et augmentation du chômage. Et risque de récession, voire comme je l'ai dit de stagflation qui serait la pire des choses, parce que la stagflation ça veut dire qu'on aura une économie américaine qui sera vers les 0% et l'inflation qui repartira à la hausse. Et donc ça va être très intéressant de suivre la suite. Pour conclure, ce qu'il faut suivre, c'est l'emploi américain, donc les stats sur le chômage et surtout les stats sur l'inflation. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on aura l'inflation aux États-Unis. Donc,
2,4 le mois précédent. Il n'y a pas encore eu les prévisions quand j'ai fait le screen sur investing.com. Voilà, on a pour l'inflation core 0,3 de prévision et on voit que c'était 0,1 le mois précédent, donc l'inflation n'est pas encore vaincue, si je puis dire, même si on n'est pas loin du target des 2%. Donc voilà, on est sur le fil du rasoir, je pense, au niveau de cette économie américaine, et surtout la grande interrogation, c'est ces tarifs douaniers. Quelles conséquences il peut y avoir à court terme sur l'inflation, sur l'économie américaine, récession, stagflation, ou peut-être rien de tout ça, et ça va repartir. Et Jérôme Powell baissera, je pense, ses taux en fin d'année. Je crois que les anticipations de baisse, c'est maintenant pour cette année de 2 baisses de taux. On ne sait pas aussi s'il baisse de 2 fois, est-ce qu'il va baisser de 0,25 ou de 0,50. Donc affaire à suivre. Toutes les semaines, on fera un point. Et surtout, à chaque réunion de la Fed, je vous donnerai mon avis et surtout ce qui s'est dit et le discours de Jérôme Powell. Allez, on va passer rapidement sur les graphiques que j'aime bien vous partager chaque week-end. On va commencer avec le rendement obligataire du 10 ans français pour voir que cette semaine, statu quo, on n'a pas vraiment bougé. On avait vu la zone un peu de polarité vers les 3,23%. Et ben, on travaille cette zone. On est presque revenu au point de départ de l'envolée spectaculaire de la semaine du 3 mars sur le 10 ans français. Voilà, on verra comment ça va se passer sur cette année. Je vous ai mis un peu les niveaux. Si on passe les 3,60, gros danger pour moi sur le 10 ans français. Si on casse un peu ce support oblique haussier et qu'on revient vers les 3%, on va dire qu'on respire un peu sur le 10 ans. Donc, affaire à suivre. Au niveau des rendements sur le 10 ans allemand, c'est la même chose. On vivote, on fait du zigzag. Pareil, si on passe au-dessus des 3%, attention. Et si on arrive à passer en dessous, on va dire des 2% sur le 10 ans allemand, là, ça serait vraiment intéressant. Voilà, à peu près, on voit, c'est un peu du range. Donc, affaire à suivre, on verra bien au cours de cette année comment vont se passer les rendements obligataires. Au niveau du 10 ans américain, c'est la même chose. Rien de spécial cette semaine. On vivote. Au niveau du 10 ans américain, voilà, c'est pareil quand on se rapproche des 5% pour moi à gros danger. Si on revient vers les 3,62, ça pourrait être intéressant. Et ce qui est un peu, par contre, paradoxal sur ce 10 ans américain, c'est que normalement, suite un peu aux stats économiques, au ralentissement économique, etc., on devrait avoir un 10 ans qui devrait baisser. Sauf comme on a pas mal d'incertitudes avec ces tarifs douaniers, on ne sait pas trop où il veut aller. Et au final, il ne bouge plus. Donc, quand on y verra plus clair, peut-être que le 10 ans américain va baisser. Quand il y aura surtout aussi la baisse des taux, peut-être de Jérôme Powell. Là, pour le moment, on est un peu en plein milieu du gué pour le rendement obligataire du 10 ans. On passe au pétrole. Donc le pétrole, cette semaine, il y a eu une news comme quoi l'OPEP Plus allait rouvrir les vannes. Donc je vous en parle depuis un long moment aussi ce pétrole et je vous disais quand est-ce que les pays de l'OPEP Plus vont commencer à on va dire à faire quelque chose sur ce pétrole. Donc là, leur stratégie, c'est un peu d'ouvrir les vannes. Donc s'ils ouvrent les vannes et qu'on a un ralentissement économique, le pétrole pourrait baisser, mais leur stratégie, c'est plutôt pour faire du volume. Et surtout, si on a un pétrole plus faible, peut-être ralentir la transition écologique. Donc rester un peu sur le pétrole si le pétrole devient à prix, on va dire, plutôt faible pour les entreprises, etc. dans le monde. Donc on verra bien. Donc le pétrole, la semaine dernière, avait fortement chuté. Cette semaine aussi, il a quand même été jusqu'à 58. Là, il y a un petit rebond. Donc on va suivre aussi les annonces de l'OPEP+. On peut noter un peu le support, on a un peu une sorte de canal baissier, donc affaire à suivre sur ce pétrole. Ça va être intéressant, je pense, sur cette deuxième partie d'année au niveau du pétrole, entre les tarifs douaniers, l'économie américaine c'est à la ralenti, et voir si l'OPEP Plus va encore ouvrir les vannes. Donc il y aura plus de pétrole en circulation, donc devrait repartir à la baisse, sauf si, bien évidemment, la Chine, grosse relance économique, il va y avoir besoin de pétrole. Donc on verra. Pour le moment, le pétrole est
très très faible quand même, 60 $. C'est des niveaux de 2021, 2020. Voilà, avant le crash du Covid, on était sur ces niveaux de 60. Il faut se rappeler, il n'y a pas si longtemps, même si bon, on peut enlever 2022, mais même voilà, 93, 100 $. Donc on a presque fait 50%. De baisse. Donc affaire à suivre sur le pétrole et on verra bien les annonces qui vont arriver sur ce pétrole. Et pour terminer, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, après l'envolée il y a quelques semaines du 7 avril de l'euro, et ben, on est en train de faire une sorte de pullback sur la zone qui était une grosse résistance à 1,20. Voilà, affaire à suivre aussi sur ce euro-dollar. Est-ce que l'euro va repartir à la hausse? Est-ce qu'il va nous faire un peu un schéma comme ça pour recasser, etc. Ou sinon, ce qui serait plutôt intéressant, bon bah c'est que ça vivote, parce que si on a un pétrole, si on a un euro trop fort, bah, ça serait un peu dommageable pour la zone euro, mais si on a un euro trop faible aussi, et au niveau du dollar, c'est un peu la même chose. Pour moi, dans ces eaux-là, entre 1,20 et 1,50, pas vraiment d'inquiétude, que ce soit des deux côtés de l'Atlantique. Donc, affaire à suivre. Voilà ce tour très rapide de ces graphiques que j'aime bien vous partager. On refera un point la semaine prochaine. Allez, on va passer à l'analyse technique du CAC 40 en commençant par l'hebdomadaire pour voir que cette semaine, on fait moins 0,34%, mais au final, c'est toujours très positif sur le CAC 40. On fait une mèche basse en hebdomadaire. On clôture au-dessus toujours de la moyenne mobile 10 hebdo, donc c'est plutôt positif, même si on peut voir qu'on verra en journalier qu'on est sur un petit ralentissement, mais bon, le rebond a tellement été violent suite aussi à la baisse violente que on est un peu en attente de nouvelles peut-être qui vont venir de Suisse avec les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, ou par d'autres nouvelles. Donc là, on est au milieu, on est bien pile sur la zone pour moi de polarité qu'on a vu très intéressante, les 7800. On voit qu'on était au-dessus. On a fait les records en mai 2024. Après, on a cassé. La zone des 7008 était résistance. Après, on a cassé la résistance. On a failli faire des nouveaux records. Et puis après, il y a eu la forte volatilité, la forte baisse du CAC avec ses tarifs douaniers. Et là, on est de retour un peu au point de départ. Donc, on va voir si le CAC va avoir la force de franchir cette résistance des 7800. A contrario, le support à préserver 7006. Et pour conclure sur l'hebdomadaire, positif parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. On voit que le RSI est neutre. Et sinon, les moyennes mobiles sont un peu tout au même endroit. Les moyennes mobiles rapides et la 200 est en soutien et toujours, bien évidemment, haussière sur le CAC 40. On passe en journalier pour voir, je vous ai mis tous les gaps, c'est un peu un vrai gruyère. On a 1, 2, 3, 4, 5 et aujourd'hui un sixième gap haussier. Sur le CAC, on a au-dessus 3 gaps baissiers, donc on va voir lesquels vont être comblés les premiers. Sur cette semaine, on se stabilise au-dessus, on va dire, de la première zone qui est pour moi très importante, qu'il va falloir préserver la semaine prochaine, c'est les 7600 points. Si on casse pour moi les 7600 points la semaine prochaine, premier signal de faiblesse sur le CAC, on repassera au-dessus de la moyenne mobile, en dessous de la moyenne mobile 200, on irait combler ce petit gap haussier qui était très intéressant, et puis peut-être qu'on va continuer à aller combler d'autres gaps. Ça sera premier signal de faiblesse sur ce CAC 40. A contrario, si on continue la hausse et qu'on passe au-dessus de cette moyenne mobile 50 journalière, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on fait pile une clôture en dessous de la moyenne mobile 50. On n'arrive pas à aller aussi haut que la bougie de vendredi dernier et qu'on fait une mèche haute sur la journée d'aujourd'hui de vendredi et un gap haussier qui on va voir si lundi il est comblé. S'il est comblé, pas d'inquiétude, on peut très bien encore zigzaguer, moyenne mobile 10, revenir par ici comme je vous l'ai dit, si on zigzague comme ça, pas d'inquiétude dans l'immédiat sur le CAC. Donc pour conclure sur le CAC, la zone que je vais surveiller de très près, 7600 en support,
résistance, le comblement de ce gap et on va dire une clôture journalière au-dessus des 7800, au-dessus de la moyenne mobile 50 serait très positif pour retourner encore, aller peut-être combler le suivant vers les 7900. Le RSI est très bien orienté, les moyennes mobiles à part la 50 qui est en résistance dynamique très court terme, bon, bah, on a la 10, on a la 200, on a l'avant qui s'est bien retourné et bien haussière, donc on va suivre et on se donne rendez-vous le week-end prochain. Allez, on passe maintenant au suivi de mes trades court terme. Donc le BX4, pas de changement au niveau de cette semaine, bien évidemment. Donc on est revenu, on a vu sur la zone de résistance sur le CAC, la zone de support sur le BX4. Alors libre à vous, bien évidemment, si vous pensez que le CAC est en train de s'essouffler et qu'il va au moins retourner peut-être chercher sa moyenne mobile, bien évidemment, il y a une stratégie. Si par exemple, on vient lundi combler le gap baissier, le gap haussier sur le CAC 40, et il y a une stratégie à peu près comme celle-ci. Un stop à 2% et aller chercher 7% sur le BX4, risque récompense de 3. Voilà, c'est tout à fait, je pense, acceptable. Je pense qu'on est plutôt sur une zone au niveau du CAC de vente que d'achat. Alors, bien évidemment, si Donald Trump enlève tous ses tarifs douaniers, etc., peut-être que le CAC 40 va nous faire des nouveaux records. Mais j'ai quand même la conviction, pas la conviction, mais on va dire, j'ai quand même un doute. Parce que si on est vraiment factuel sur ce qui se passe, les tarifs douaniers, il n'y a rien. Alors, à part le Royaume-Uni, mais bon, rien d'exceptionnel, la négociation entre les États-Unis et le Royaume-Uni. La Chine, ça parle encore des tarifs vers les 85%. Je pense que ça va quand même faire beaucoup, 85% de tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Pour le reste, la zone euro, on n'en sait rien. Et si l'économie américaine qui est pas top, mais qui est pas non plus catastrophique, et Jérôme Powell qui ne fait rien parce que lui non plus ne sait rien de ses tarifs douaniers, c'est plutôt, je pense, des zones de prise de bénéfices parce qu'on a bien rebondi sur le CAC que des zones d'achat avec une vision assez claire pour cette deuxième partie d'année. C'est que mon avis. Bien évidemment, le CAC 40 va faire comme il en a envie, mais à voir. C'est pour ça que mon BX4, je le garde tranquillement. Ça me protège au cas où c'est un retour de la volatilité de mes trades qui sont toujours en cours sur mon portefeuille court terme. Voilà, on verra bien et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Trigano. Donc Trigano, plus rien ne l'arrête. Très très joli ce parcours Trigano court terme. Le gap, on va le réduire. Là, pour moi, on arrive sur une grosse zone de résistance sur Trigano, 115 euros. Polarité très claire, voilà, qui était depuis juillet 2024 qu'on l'avait cassé, c'était résistance. Après, elle est devenue support à partir d'octobre 2024. Et puis après, le 27 mars, suite à des mauvaises news sur Trigano, un gros gap baissier. On a travaillé la zone des 95,45 qui était support. Comme vous le savez, j'ai quand même 3 belle position sur Trigano, mon PRU à 137,70. Donc j'attends, plus on va se rapprocher de mon PRU, mieux c'est. Parce que quand on était en bas, j'étais quand même sur une perte de 30%. Là, je suis sur une perte latente de 16%. Donc j'attends de voir. On a une grosse zone. On a la moyenne mobile 200 aussi, qui était pas mal en résistance dynamique, qui est devenue après un peu un support qu'on a tout enfoncé. Donc là, ça va jouer ici. La semaine prochaine, si on arrive à un peu travailler la zone, on pourrait après retourner rapidement vers les 126 qui sera la prochaine zone de résistance sur Trigano. Donc peut-être pour moi essayer de rentrer une petite position la semaine prochaine vers les 118, 119, ça me ferait baisser un peu mon PRU vers peut-être 131. Et puis voilà, après rester quand même vigilant parce que plus je vais rentrer, plus ma valorisation sur Trigano va être grande. Et si pour X ou Y raison ça repart violemment à la baisse, la moins-value latente sera aussi énorme. Mais techniquement, c'est intéressant. Le RSI est bien orienté, même pas encore en zone de surachat. Croisement moyenne mobile 20-50. Donc pour conclure sur Trigano, il faut passer cette zone. Alors quoi tenter pour les personnes intéressées par le dossier? On va attendre la congestion peut-être la semaine prochaine. Un stop. Première zone, là 126, donc le risque récompense est d'environ 1, mais si on retourne là-haut, ça fait 3. Voilà,
comme scénario qui est envisageable sur Trigano. On va attendre. Ce qui est sûr, c'est que très court terme, c'est très positif. On va voir si ça continue ou pas. Rapidement les volumes pour voir cette semaine. Ouais, bon, bah, rien d'exceptionnel. On va dire moyenne des volumes. On a eu des gros volumes mercredi. Mais voilà, c'est plutôt la moyenne sur Trigano. On continue avec Veolia. Donc, comme je vous l'ai dit, Veolia, j'ai encaissé. J'ai même pas mis, mais j'ai encaissé ici. J'ai vendu mes positions de Veolia mercredi dernier. Donc, pourquoi? Parce que déjà, j'étais sur une plus-value latente de 6%. Je me suis dit 6% sur Veolia, c'est pas mal. Surtout que pour moi, on a une grosse zone ici de résistance vers les 33 euros, que la bougie de mercredi, je m'étais dit aussi le jour où on va faire une clôture en dessous de la moyenne mobile 10, pourquoi pas encaisser, c'est ce qui s'est passé. Alors là, vendredi, on est vers les 32. Évidemment que Trigano peut repartir et faire des nouveaux plus hauts, on peut faire ça. Peut-être qu'elle est revenue chercher du soutien, et puis on va aller plus haut. Moi, je suis plus dans le train pas Trigano, Veolia. Si on se met en hebdo, pour moi, on est quand même sur des zones assez élevées pour Veolia. Il va y avoir le détachement du dividende. Voilà. Après, bon, il n'y a pas d'inquiétude. On voit en hebdo, c'est toujours positif, hein, Veolia. Mais j'ai préféré faire sonner un peu le tiroir caisse pour commencer à encaisser, parce que j'ai quand même pas mal de positions. Donc, comme je vous l'ai dit, pour X ou Y raison, si ça repart violemment à la baisse, c'est toujours bon d'encaisser. Donc, j'ai encaissé mes actions Veolia. Pour les personnes qui sont toujours dans le train, si vous êtes plutôt moyen terme sur Veolia et que vous pensez qu'elle peut casser les 33 euros, vous accompagnez. Hein. Vous pouvez accompagner, moyenne mobile 50, se dire, là on a une zone de polarité, si ça casse les 31 euros, là je prends mes gains si on est en gain. Voilà, sur Veolia, pour moi, les zones c'est support vers les 31, résistance vers les 33, j'ai encaissé. Maintenant je passe à autre chose. Bien évidemment, s'il y a des choses très intéressantes sur Veolia dans les prochains jours, prochaines semaines, on en reparlera et peut-être que je reprendrai un trade. Mais d'encaisser 6%, c'est toujours bon à prendre. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, j'ai failli cette semaine aussi encaissé parce que Biomérieux, elle m'agace parce que ça ne bouge plus. Biomérieux depuis presque le début d'année, c'est entre 112, 118. Alors là, la journée de mercredi, j'ai failli encaisser vers les 114 euros, 115 là, mais j'ai vu fin d'après-midi, on a fait une mèche basse. Donc je me suis dit, attendre le lendemain. Et le lendemain, jeudi, plutôt positif. Et là, vendredi, plutôt positif. Donc est-ce qu'elles vont encore aller chercher la résistance des 118 ? On verra bien. Donc c'est aussi pas loin pour encaisser, je pense, pour moi, pour ma stratégie. On est sur quand même des bons gains de 13%. Donc à un moment donné aussi, il faut savoir encaisser. Elle peut bien évidemment aller plus haut. Elle peut casser son range d'accumulation et on peut mettre la hauteur. Si on exclut un peu cette grosse bougie là, cette volatilité extrême de la journée du 7 avril, ça nous donne un target après à 126,30 € et des niveaux des plus hauts de 2021 sur Biomérieux. Alors société, j'aime bien, mais j'ai pas une stratégie moyen terme, long terme sur Biomérieux, même si c'est plutôt moyen terme, hein, parce que j'ai commencé à prendre du Biomérieux, c'était le 8 juillet 2024. Donc c'est plutôt moyen terme, mais c'est pas une stratégie long terme à garder sur 5-10 ans. Biomérieux, là c'est toujours bon d'encaisser. J'aimerais essayer d'encaisser de maximum, même si c'est toujours compliqué d'encaisser au plus haut. Je pourrais attendre 118 et après elle pourrait rechuter, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que là, pour les personnes intéressées, pas grand chose à faire si vous n'êtes pas dans le train à 116 €. On a la résistance que depuis début d'année, on n'arrive pas à passer les 118,50. On a le support des 112 qui joue pour le moment son rôle de support. On a toutes les moyennes mobiles au même endroit. Et on a la 200 qui est bien évidemment haussière. Donc statu quo sur Biomérieux, au milieu du gué presque. Donc on va attendre. Peut-être que cette semaine, je vous partagerai sur Twitter que j'ai encaissé mes gains sur Biomérieux. Et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Eramet. Donc Eramet, très belle semaine.
très très belle semaine. On avait vu la zone week-end dernier avec cette oblique baissière, la grosse zone de polarité vers les 50 euros qu'on avait vraiment enfoncé, hein. Là, c'était un sacré bull trap qu'on est resté quelques jours, mais après la baisse, la chute a été quand même vertigineuse, hein. Presque 40% de baisse en quelques semaines sur Eramet. Alors c'est une action très volatile, c'est une cyclique, je vous la remets rapidement en hebdo. Voilà, hein, ça fait des énormes swings, c'est des matières premières, etc. Donc pour chaque annonce, ça peut aller très très vite. Donc c'est un peu ma stratégie. Pour moi, peut-être bas de cycle. Voilà, c'est plutôt moyen terme, voire peut-être long terme dans mon portefeuille. Ce qui est sûr, c'est que je suis toujours en moins-value latente, que j'ai deux positions PRU 62. Voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Trigano. J'étais quand même il y a quelques jours à moins 37. Là, je suis revenu à moins 17. Peut-être des choses à faire sur Eramet. Je vais surveiller. Ce qui est compliqué sur Eramet, c'est comme je vous l'ai dit, les annonces. Si la Chine nous dit des bonnes nouvelles sur leur économie, bon bah Eramet pourrait repartir vu à la main à la hausse. Mais si les États-Unis, avec des stats économiques où il y a un plus fort ralentissement économique que prévu, bon bah Eramet pourrait repartir à la baisse. Donc c'est très cyclique. On est revenu en fait dans ce long range là qui était intéressant. On est cassé, beaucoup de volatilité et peut-être qu'on va encore zigzaguer durant des semaines sur Eramet entre 50 et 58 euros. Pour les personnes par contre intéressées, là par Eramet, il y a des choses à faire. On a cassé un peu la zone ici. On peut se dire, bon bah si on retourne en dessous des 48, et ben on retourne là-dedans dans entre guillemets le bourbier et on sort parce qu'on pourra retourner encore à 40 et ça peut devenir long sur Eramet. A contrario, si ça veut retourner à 58, bon bah le risque récompense c'est quand même 2-2 sur Eramet, pas négligeable pour un trade sur quelques semaines, peut-être sur Eramet. Il y aura la moyenne mobile 200 journalière aussi qui pourrait devenir une grosse résistance. Donc premier objectif, ça serait 58. Après ça, à vous de voir. Moi, peut-être voir s'il y a une congestion pour faire baisser un peu mon PRU vers les 58 et essayer aussi de revenir flat dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc affaire à suivre. On fera un point technique le week-end prochain. On passe à Safran. Donc Safran, plutôt une belle semaine. Belle bougie jeudi. Vendredi, bon bah pas grand chose. On accompagne. On laisse faire, on a des gaps haussiers, on va peut-être arriver vers les 260. Pareil, j'ai pour le moment une bonne plus-value latente de 15% avec deux renforcements. J'avais commencé le 13 décembre, j'en ai repris le 4 avril. Donc voilà, on accompagne, on verra ce qui va se passer si on arrive vers les 260 euros. Pas grand chose, je pense, à faire dans l'immédiat. On est très proche des records absolus. On a des gaps haussiers assez gros qui ont été ouverts. Donc on verra, les moyennes mobiles sont toutes bien orientées. Le RSI est très propre et encore de la place. Donc ceux qui sont dans le train comme moi, on accompagne tranquillement. On peut peut-être, si vous souhaitez remonter des stops, mettre un stop par ici, se dire si on casse les 240, bon bah on encaisse. Ça va peut-être être ce que je vais faire la semaine prochaine si ça rebaisse. Et puis encaisser aussi, faire sonner le tiroir caisse sur Safran. Ça sera toujours ça de prix. Voilà, on verra et on refera un point ce week-end, sauf si j'encaisse, je vous partagerai sur Twitter. On continue avec Bouygues. Bouygues, c'est un peu après la même chose. Belle semaine. Bon, bah, il y a eu le dividende. Donc là, c'est le gap du dividende. On peut faire avec, comme ça, retraiter des dividendes. Donc on voit que c'est encore très, très haussier, hein. Rien à dire. Donc là, c'est un peu comme Safran. Je laisse faire, hein. J'ai encaissé le dividende. Je laisse faire. Si ça commence à baisser, à casser peut-être les 37 euros, et ben, j'encaisserai aussi mes gains sur Bouygues, à peu près 10%, donc ça sera toujours ça de prix sur aussi deux positions comme Safran. Donc pour le moment, pas de signal négatif technique sur Biomérieux, sur Safran, sur Bouygues. Donc j'attends, je me laisse porter par les cours. Je me renforce pas parce que pour moi on est peut-être, je pense, sur la fin de la hausse, hein. Bouygues quand même depuis le début de l'année, c'est les plus hauts, c'est 38, même c'est 38 parce qu'il y a le gap du dividende, mais c'est 38% quand même de performance sur une grosse
qui est Bouygues. Je pense qu'elle est pas loin des meilleures performances sur ce début d'année pour une société du CAC 40. Donc ceux qui sont dedans, on laisse monter le train. Pour les personnes intéressées, bon bah je pense, faut vraiment attendre pour au moins une respiration, peut-être 35 euros, revenir, phase de range un peu large avec une rotation sectorielle peut-être à venir. Donc affaire à suivre, moi mon PRU est à 33,36, j'attends pour encaisser mes gains sur Bouygues. Je suis à la fin du trade, il va falloir que j'encaisse, essayer d'encaisser le mieux possible. Et si on recasse encore au-dessus, bon bah j'accompagnerai. On peut se dire la moyenne mobile 20 aussi. On voit que les cours sont... Après, il faut mettre qui sont... Voilà, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Ça fait... on va mettre comme ça qu'on est en zone de surachat sur Bouygues. On se laisse porter. Tout va bien. On remonte les stops pour ceux qui veulent mettre des stops. Et on verra bien jusqu'où ça va nous mener. On continue avec Bureau Veritas. Bureau Veritas, alors le gap baissier, la grosse zone de résistance, et ben on est toujours pas comblé pour être précis en clôture. Et ben on est là, hein. On fait encore une mèche haute. Hein. Si on avait clôturé, pour être précis, au plus haut, ici, à 28,86, il n'y aurait plus de gap baissier de la journée du 12 mars. Donc c'est positif parce qu'on voit qu'il n'y a pas des prises de bénéfices sur cette grosse zone de résistance. Et est-ce qu'on a... Ah, on a une sorte en plus. Après, ouais, pas top. L'épaule gauche, c'est toute petite. Ouais, c'est un peu l'idée d'une épaule, tête-épaule inversée. L'idée est plutôt là, même si, bon, l'épaule sont un peu petites par rapport à la tête. Mais l'idée est là. Hein. L'idée, bon, bah, de toute façon, c'est franchissement de la résistance pour retourner à 31 euros. Hein. C'est à peu près l'objectif. Donc pour les personnes intéressées, si par exemple lundi, même s'il y a aussi la moyenne mobile 200, mais si on va dire une clôture à 29 euros dans la semaine prochaine, on peut mettre un stop. Soit on a une vision épaule tête épaule, bon bah sous l'épaule droite, et puis on va chercher là-haut. Bon, le risque récompense est de 1,20, c'est toujours pas mal. Et puis on peut aller à 33, etc. Je vais juste regarder. Voilà, ça serait des records 33 sur Bureau Veritas. On n'est pas loin. C'est plutôt quand même pas mal. Hein. Techniquement, c'est plutôt pas mal. Ces derniers jours, dernières semaines, on a fait un gros écart. Dommage que j'en avais pas repris là. J'en ai repris dernièrement le 24 avril sur cette mèche basse. On était revenu vers les 27,50. On a fait un pullback sur la moyenne mobile 10 et là on attaque cette résistance. Et pour le moment, pas vraiment de prise de bénéfice. Donc c'est plutôt encourageant. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine et où on sera le week-end prochain. Donc après, c'est à vous de voir si l'action vous intéresse. Moi, je suis dans le train et on est revenu à mon PRU. Donc je suis flat. J'attends de voir et peut-être reprendre pour essayer d'aller à 31. Et si je reprends ici, mon PRU sera au même endroit avec 3 positions. Essayer d'aller encaisser vers les 31 euros. On passe maintenant à GTT. Donc GTT, cette semaine un peu du surplace, mais bon, rien d'inquiétant parce qu'on a fait aussi un énorme rebond sur GTT. Pareil, donc GTT, je laisse faire. Hein. Mon PRU est à 131,81 €. On est repassé très positif parce que quand on était là-dedans avec toutes les moyennes mobiles, on voit, on avait baissé, là on a travaillé un peu la zone et puis là on voit les bandes de Bollinger, on a vraiment été sur les bandes supérieures de Bollinger et là on fait du surplace. Donc pour les personnes intéressées, pas grand chose, on a une petite zone ici. Voilà, de résistance. On va voir la grosse zone de résistance et un peu mon objectif c'est aller à 156. La zone maintenant de support est à 141 €. On pourrait revenir là pour aller là-haut. Voilà comme scénario. Et puis après, pour le moment, on n'a pas assez de bougies. Hein, à peu près comme ça, 2,28. Même si, si on revient ici, la première zone de résistance sera bien évidemment à 148 €. Et on peut très bien aussi avoir comme scénario sur GTT une phase un peu plus longue de latéralisation après la grosse hausse parce qu'on a quand même été à 120. J'en avais repris ici, ça m'avait fait baisser mon PRU à 131 parce que la première position avait été prise le 13 mars et en retracement voilà, hein,
quand même, si on revient même ici, ça fait qu'un retracement de 38,2 de la grosse impulsion qui a commencé suite à la grosse journée de volatilité du 7 avril. À voir, et après à voir vous aussi si ça vous intéresse, hein, si on retourne ici, avoir une congestion pour essayer de retourner à 156. Si la semaine prochaine on casse tout par le haut, eh ben ça sera après à moi de faire mon choix quand on arrivera peut-être à 156, d'encaisser mes gains et voir aussi si on retourne violemment aussi à la baisse, pourquoi pas aussi encaisser. Là ici je suis à 7%, là pour le moment je suis à 11% de gains, donc c'est toujours pas mal et c'est très intéressant de faire sonner le tiroir caisse. RSI, il y a encore de la place, on n'est même pas en zone de surachat, les moyennes mobiles sont plutôt toutes bien orientées, donc affaire à suivre. On continue avec Alstom. Donc Alstom repris des positions le 30 avril sur cette zone un peu, la zone, on avait fait des toutes petites bougies, on a eu une belle bougie de plus de 36 mercredi 30, j'ai repris des positions, pareil ça m'a fait baisser mon PRU et on est revenu presque à mon PRU cette semaine, donc c'est plutôt positif sur Alstom, donc la zone de support est à 21 euros, donc comme stratégie pareil, on essaye de retourner là-haut si le marché, bien évidemment, est toujours porteur. Hein. Si le CAC 40 la semaine prochaine nous fait un moins 1%, bon bah Alstom va souffrir comme tout le reste. Pour le moment, pas vraiment de signal de faiblesse, donc on se laisse porter. Hein. C'est plutôt un marché, même si c'est entre guillemets paradoxal dans la situation économique un peu mondiale et les incertitudes, le marché a toujours raison, donc tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, etc., bon, bah, je cherche des achats. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant. Si ça commence à avoir des signaux de grande faiblesse, et ben on encaissera, on prendra nos pertes et puis on fera le point après, essayer de reprendre plus bas. Donc sur Alstom, voilà comme scénario possible pour la semaine prochaine. 2, moi je suis à mon PRU, j'ai 2 positions, je laisse courir. Les moyennes mobiles sont plutôt intéressantes, on a les cours au-dessus, on n'est pas loin de la bande de supérieure de Bollinger, donc c'est plutôt porteur. Le RSI est bien orienté, pas encore en zone de surachat, donc on accompagne tranquillement sur Alstom. On continue sur Emeris. Déçu parce que Emeris, j'avais vraiment envie aussi de, un peu comme Alstom, un peu comme GTT, quand on a bien baissé la semaine du 7 avril, j'avais envie de faire baisser aussi mon PRU. Sauf que voilà, hein, j'ai pas cliqué, donc je n'ai pas pris d'action. Donc mon PRU est toujours au même endroit, 32,70 et on est à 30,32. Voilà, bon c'est comme ça. Hein. Moi, je vous montre tout en toute transparence, les choses que je fais bien, les choses que je fais mal et les choses qui entre guillemets, on va dire, qui me restent entre la gorge. Donc voilà, sur Emeris, on accompagne, on arrive sur pour moi, quand même une forte résistance ici avec le gap baissier. On va voir si on voit... C'est pas mal, mais on a des phases, on a eu le rebond, là on a une bonne phase un peu latérale, là on a eu une deuxième jambe de hausse, et là on est un peu sur la phase latérale. On va voir si, pour moi, il faudrait revenir à 31,64, ce serait vraiment pas mal sur Emeris, et combler ce gap. J'ai peur quand même que peut-être Emeris, on ait un peu une phase comme ça, et peut-être revenir à 28, on verra bien. Moi je ne touche à rien si on met les retracements de Fibo de la forte baisse. Voilà, on est à 50, 61,8 de retracement de l'impulsion baissière. Si on dézoome, voilà, on voit pas mal de zigzags. Point positif, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière, même si elle est toujours baissière. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est plutôt positif. Court terme, RSI, il y a encore de la place. Donc affaire à suivre. Pas grand-chose, je pense, à faire dans l'immédiat pour les personnes intéressées, parce qu'on a le gap baissier, on a la résistance vers les 32 et le support, on va dire, intermédiaire est à 29. Alors pour du très court terme, il y a un petit support ici. On voit ici la phase de congestion, on a cassé par le haut avec la moyenne mobile. On peut peut-être on va le remonter là à 29,42. Mais voilà, le risque est de à peu près 1,35. Mais comme je vous l'ai dit, il y a déjà le gap baissier à aller combler dans un premier temps. Donc affaire à suivre.
On continue avec la Française des Jeux. Donc, Française des Jeux, bah, ça se passe plutôt très bien. J'avais pris deux positions le même jour. Et puis, bon, bah, on accompagne. Maintenant, on va arriver pour moi sur mon objectif qui est à 33. Pour le moment, plus-value attente de 16. Si on arrive là-haut, ça fera presque 10. Donc, ça sera déjà très bien. C'est positif. On est passé au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Le RSI est bien orienté. Les bandes de Bollinger partent vers le haut. On est presque sur la bande supérieure. Donc, rien à signaler. Si vous êtes dans le train, bon, bah, vous accompagnez un peu comme moi. Si vous n'êtes pas dedans, eh ben, faut attendre. Parce que là, on arrive sur une grosse zone de polarité et de résistance à 33 euros. On va voir ce qui va se passer si on arrive à travailler, parce que si la forte baisse, bon, même si on enlève ça, même si on met bon, bah, la bougie un peu aussi exceptionnelle du 7 avril, on est à peu près dans l'impulsion baissière et le pullback de l'impulsion baissière, on est entre 38,2 et 50%. Donc bien évidemment, elle peut très bien faire comme ça et rechuter. On verra bien. Pour le moment, je suis pas trop mal. Si pareil, il y en a qui ont réussi à prendre vers 28,46, on n'est pas trop mal. On attend. On a ici un beau gap haussier sur la zone de résistance à 30,52. Et on a le gap baissier ici en résistance à 33 euros. On va voir si elle arrive à franchir ces 33 euros. On accompagne et on reste quand même vigilant s'il y a encore des risques qu'elle reparte à la baisse. On peut par exemple suivre la moyenne mobile 10, stop assez court, se dire si la semaine prochaine elle retourne à 31,50, bah pourquoi pas pour comme moi encaisser 5-6%. Ça sera toujours ça de prix au cas où. Et si on dézoome un peu, bon, bah, on voit pareil, hein, si vous êtes plutôt moyen terme, parce que bon, fondamentalement, c'est quand même assez intéressant, Française des Jeux, hein, avec son dividende, etc. Voilà, hein. En hebdo, on a été faire le bas, on peut très bien dans quelques mois retourner vers les 40 euros. Hein. On verra bien. On fera un point la semaine prochaine sur Française des Jeux. Moi, je suis dans le train, j'accompagne tranquillement. On continue avec Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, action que j'ai commencé en suivi et à prendre le mercredi 23. On avait cassé le canal baissier. On avait une sorte de support oblique haussier ici, bon bah qui a été cassé, on va l'enlever. Mais on est en phase en fait de congestion à plat. On voit que ça avance plus. On a la moyenne mobile 10 qui est à plate, mais au final on est toujours au-dessus. Donc on va voir si on casse par le haut, si on fait un scénario voilà comme ça, phase un peu latérale, et si on casse par le haut, on pourrait même revenir à 95. Ce serait pas non plus catastrophique sur Pernod Ricard. Mon objectif, c'est à peu près 104 dans un premier temps, et puis bon bah si on va plus haut, on accompagnera. Voilà un peu mon invalidation, c'est si on retourne là-dedans et peut-être qu'on va en dessous des 93, et ben on prendra sa perte. Hein. À peu près 4-5% de perte. Et puis voilà, le trade ne se sera pas passé comme on le souhaitait. Et c'est pas grave. Après, Pernod Ricard, c'est très baissier. Ce qui est positif, c'est aussi un peu le retournement avec ce canal baissier. Le passage de toutes les moyennes mobiles, on est au-dessus, sauf bien évidemment la 200. À voir. Donc, pour les personnes intéressées, un peu avec comme mon scénario, bon bah bien évidemment c'est encore possible. On est en phase de peut-être transition pour repartir. Ça nous fait un risque-récompense d'un 44. Et si on retourne vers cette moyenne mobile 200, qui est voilà, aussi une grosse résistance dynamique, quand même Pernod Ricard, ça fait depuis août 2023 qu'on n'a pas réussi à nous faire une clôture journalière au-dessus de cette moyenne mobile 200. Alors peut-être qu'elle va réussir, mais si on s'y rapproche, ça nous fait quand même peut-être aller chercher 14% et un risque récompense de 3. Donc si les spiritueux ça va mieux, si Donald Trump nous enlève quelques tarifs douaniers sur les spiritueux européens, donc Pernod Ricard, ça pourrait repartir à la hausse. Et puis à contrario, bon bah si il augmente les taxes, etc. sur l'alcool, etc. Bon bah là, ça repartira à la baisse. On est dedans. Petite position pour commencer. Et là, on est vraiment en phase de congestion court terme sur Pernod Ricard. Donc affaire à suivre. On continue avec Thermador. Donc Thermador aussi pris position le 25 avril. Aussi un peu contrariant comme Pernod Ricard. Et Thermador, on est toujours dans le canal baissier, mais Thermador, c'est un peu la zone ici des
64, voilà, bon, si on se met en hebdo, c'est très clair, cette zone de support des 64, très grosse zone de polarité, c'était les plus hauts de 2018, qu'on a cassé en 2020, on a même fait un pullback sur cette zone des 64, on a été chercher les 100, on est revenu en septembre 2022, 64, on est revenu chercher les 100, novembre 2023, 64, on est revenu à 90. Et là, ces dernières semaines, on est revenu à 64. Donc, j'ai payé. Maintenant, on va voir. Court terme, on est dans un canal baissier. C'est quand même dégradé. Mais on voit que quand même, depuis quelques jours, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'avais pris le 25 avril à 65 euros. On est à 67. On est un peu presque sur le haut du canal. On voit que depuis quelques jours, ça zigzague. Ça ne bouge plus trop, hein. Voilà, si on se met en ligne de clôture, ça ne bouge plus trop. Qu'on a un petit gap haussier de la journée du 2 mai qui est toujours préservé, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut casser les 68. Si on casse vraiment les 68 ici, et ça pourrait nous libérer. Et après, la grosse zone, ça sera vers 69. Et puis après, mon objectif, on va dire, à peu près final, c'est 72, moyenne mobile 200. Ça serait vraiment pas mal dans un premier temps. Et puis après, si vous avez une vision et vous dire que ça va repartir comme ça a été dans le passé, on peut aller à 84, etc., voire 100 euros. Hein. Et là, bien évidemment, si vous avez une vision moyen terme, le risque récompense, c'est excellent. Excellent parce que si on casse les 62, même si on met un stop assez large, si vous avez une grosse vision long terme pour aller chercher les 100, voilà, hein, on peut aller chercher 50% jusqu'à 100 et avoir un stop à 12, risque récompense de 4 sur une vision, évidemment sur quelques mois. On est sur une grosse zone, vers une grosse zone de support. Après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, je la traite plutôt pour le moment en court terme. Déjà, si on passe les 69 et qu'on retrouve cette moyenne mobile 200 qui est baissière, ça sera déjà pas mal. Et on pourrait peut-être se renforcer pour le moment. Comme d'habitude, je mets une petite position au début de mon trade et j'attends de voir comment ça se passe. On continue donc cette semaine, j'ai rentré des positions sur le grand. Alors le grand, le mercredi, pourquoi? Parce que il y a eu les résultats le matin sur le grand et ils étaient pas top, mais très bien accueillis par le marché parce qu'au niveau des data centers aux États-Unis, une grosse progression avec le grand, donc bien plus. Donc la journée plus 3%. Et j'ai pris position dans l'après-midi. Donc mon PRU est à 101,60 €. Juste enlever ça. Pour voir que aussi la journée, on a fait une grande mèche basse. On a toujours le gap qui est d'actualité. Parce que avec cette mèche basse, on voit que les acheteurs ont quand même fait remonter les cours sur la journée de mercredi. Et on voit, ça s'est poursuivi jeudi et vendredi sur le grand. On a fait jeudi plus 2, vendredi flat 0. Donc c'est plutôt positif sur le grand. Ma stratégie, c'est de retourner à 110. C'est assez simple. J'ai pris ici mon stop à peu près ici. On pourrait peut-être retourner vers les 99. J'ai aussi une sorte de support, moyenne mobile 10 qui est plutôt intéressante en support dynamique. On voit si on se met comme ça, c'est très propre. Hein. En ligne de clôture, la tendance haussière court terme, elle est très propre. On pourrait faire ça et puis continuer à aller à 110. Elle est très propre. Un cas d'école en ligne de clôture, là, des plus bas de plus en plus haut. Voilà, des pullbacks, etc. Et on continue. Donc, on accompagne. On verra bien si ça va aller au bout ou pas. Mais ma stratégie, c'est à peu près ça. Aller peut-être grappiller 9%. Un risque à peu près à 4-5%. Soit risque récompense d'environ 1,77 sur le grand. Affaire à suivre. Je vous l'ai partagé sur Twitter. On fera le suivi comme d'habitude. Et on verra bien jusqu'où ça va me mener. Et on va terminer avec Kering. Donc Kering, pris position aujourd'hui, vendredi. Hop, j'ai même pas encore tout mis. Donc mon PRU est à 178,80. Alors c'est un peu, ça ne compte rien. Hein, le Kering, c'est une énorme baisse. Maintenant, voilà, la question c'est est-ce que la zone des 5,48 est un point bas de moyen terme?
on ne sait pas. Quand on était ici en juin 2024, on pouvait se dire la zone des 300 euros, peut-être un point bas de moyen terme. Pour trouver le point bas, voilà, c'est que sur trading Twitter qu'il y a des personnes qui réussissent toujours à trouver le point bas. Bravo à eux. Moi, je trouve que c'est impossible. De toute façon, on sait que c'est impossible de trouver le point bas sur une action, mais on essaye, on met des stratégies en place, c'est contrariant. Alors, ma stratégie sur Kering, c'est assez simple. On a une petite congestion, les signaux positifs, c'est il y a quelques jours, croisement M10-M20. On a un peu la zone ici, on voit un peu de polarité avec cette bougie qui était la bougie de la journée du 10 avril, là, avec beaucoup de volatilité, qu'on avait ouvert un énorme gap haussier et qu'au final ça a vendu toute la journée. On a travaillé la zone. On voit que ça travaille, que bon, les volumes plutôt faibles. Donc entre guillemets, on attend que ça parte. Que ça parte entre guillemets comme une fusée. Donc voilà, j'ai pris position. Mon stop 169. Si on retourne en dessous, à peu près, je crois 5%. Voilà, si on casse et tout, qu'on repasse en dessous de la moyenne mobile 20, bon bah on lâche l'affaire parce que c'est baissier, on peut se faire emmener. S'il y en a qui ont par exemple pris ici, là aussi on avait une belle congestion, on avait une sorte d'oblique intéressante sur Kering, sauf que là, fallait pas traîner, parce que gap baissier, si on était sorti là, on avait pris peut-être position là, ça faisait 10%, mais jusque là, ça faisait 40% de baisse. Alors c'est compliqué de revenir après à son PRU. Mais voilà ma stratégie, mon plan de trade sur Kering. On verra bien jusqu'où ça va aussi me mener. C'est contrariant, c'est risqué, la tendance est fortement dégradée. Mais sur du court terme, peut-être, premier objectif 191, deuxième là-haut. Et on voit par exemple en hebdo qu'il y a eu des fois des rebonds. Ce que j'attends dans un premier temps, je n'attends pas retourner à 450 dans quelques mois sur Kering. C'est plutôt déjà de jouer le rebond. On voit quand il y a des baisses, on a des fois des rebonds. Donc c'est à peu près ce que j'attends, si ça se passe bien, retourner sur les 208 euros dans quelques jours ou voire quelques semaines. Donc affaire à suivre. Peut-être que lundi on va tout péter par le bas et que le week-end prochain je vous dirai j'ai pris ma perte de 5% et on va voir ailleurs. Donc voilà sur Kering, voilà ce tour complet technique de mes positions court terme que je vous partage toute la semaine sur Twitter. Si vous voulez me suivre, le lien est dans la description. Sinon, on fera un point technique le week-end prochain. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, je vous ai fait une vidéo il y a une semaine et demie sur 10 sociétés françaises avec un profil technique très intéressant. Et Rémi Cointreau en faisait partie. Donc je vous ai proposé 10 entreprises avec un scénario à la hausse. Donc toujours le cas sur Rémi Cointreau avec c'était à peu près ça le scénario, c'est objectif 53, le stop par ici. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. On va juste enlever ça pour voir de plus près. Hop, voilà. Donc Rémi Cointreau, ce que j'aime bien, c'est cette semaine. Vous voyez ces bougies avec beaucoup d'incertitudes. Pas mal de batailles entre acheteurs et vendeurs, mais au final, ça ne bouge plus. En hebdo, on fait moins 0,90. Donc voilà, ça n'a pas bougé cette semaine sur Rémi Cointreau. Pour reprendre un peu de hauteur et voir l'hebdomadaire, ce que je trouvais intéressant, c'est déjà le canal baissier, on l'a cassé. En hebdo, on a cassé la zone de polarité des 47, on est au-dessus de la moyenne mobile 10. On voit que c'est plutôt pas mal. Alors je la regarde de près, mais comme j'ai Pernod Ricard dans mon portefeuille, je me dis prendre Rémi Cointreau, pourquoi pas. Mais si les spiritueux ça tourne mal, et les deux vont souffrir. Alors j'attends de voir. Bien évidemment, si ça tourne bien, les deux vont performer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a vu qu'on a cassé le canal baissier. On est en pleine phase de latérisation, de congestion. Si on se met en 4 heures, on verra très bien. Voilà, on voit très bien. On a un coup une bougie rouge, un coup une bougie voilà, c'est vraiment très clair.
la phase de latéralisation sur MI Cointreau. Rien de plus clair sur MI Cointreau. Maintenant, quel scénario a peut-être tenté, espéré? On a même, si on se met en ligne de clôture, même si c'est pas vraiment une épaule tête épaule, mais c'est pareil, ça nous donne un peu, des points. Et les points qui est important à voir, c'est la résistance ici, la zone de polarité des 47,30 € environ. On voit de toute façon que c'était nos derniers supports en février 2025. Que le 13 mars, bon, on a tout enfoncé, on a même fait un pullback dessus pour aller chercher la zone des plus bas de cette année à 40,48 €. On a retravaillé et là, on a repassé au-dessus de la polarité. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est le scénario que je vous ai mis au début. C'est toujours le même. Si on repasse en dessous, avec peut-être une petite marge et puis aller chercher là-haut. Voilà, comme scénario. Ou voir peut-être, c'est simple. Si on a une belle bougie lundi ou mardi verte avec une clôture au-dessus de toutes les mèches hautes, soit à peu près 49,36, pourquoi pas tenter, se dire que là les acheteurs ont gagné la bataille, que ça va faire une petite impulsion et peut-être aller chercher les 52,30. Voilà, risque récompense d'environ 1. On peut même bien évidemment être plus serré si ça casse et qu'on clôture au-dessus des 49, parce que si on revient encore dans cette bataille de bougies là depuis une semaine et qu'on casse la moyenne mobile 10, qui est aussi un support dynamique sur MI Cointreau, se dire on lâche l'affaire, même si bien évidemment on peut rechercher aussi cette zone. Donc je serais plutôt essayer de mettre un stop assez large. Alors après, comme d'habitude, monnaie, management, notion du risque, etc. Plutôt comme ça. Alors le risque récompense n'est pas top de 1, mais après, si ça casse et qu'on fait peut-être un retournement un peu plus poussé, aller chercher la moyenne mobile 200. Et puis après, évidemment, il y a si ça veut vraiment retourner sur du moyen à long terme, MI Cointreau, je vous épargne le graphique mensuel, mais c'est une baisse énorme. Énorme. On était à 180 en 2022, même en 2023, on était encore à 160. Donc, on verra bien, c'est contrariant. C'est une idée que j'avais envie de vous partager. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait déjà la vidéo la semaine dernière, il y a une semaine et demie sur MI Cointreau et sur 10 sociétés. Et c'est toujours d'actualité. On continue avec Wavestone. Donc Wavestone, très très belle semaine. On est en train de casser une zone de résistance. On est en train de passer bien au-dessus de la moyenne mobile 200 journalière. Et il y a quelques jours, on va peut-être se mettre en hebdo, on a cassé le canal baissier. Donc c'est plutôt positif. On voit là en hebdo, zone technique clé avec les vidéos que je vous fais mensuel sur 20 sociétés chaque jeudi. Donc on a la zone très claire de polarité, support, résistance, et on est au contact. On va voir la semaine prochaine si on arrive la semaine prochaine peut-être à clôturer en hebdo à 52, ça sera très positif. Maintenant, quoi observer? Là on est sur la phase haussière. Attendre peut-être une congestion à plat en phase de range sur la semaine prochaine et même revenir un peu peut-être comme ça. Voilà, revenir un peu vers la moyenne mobile 200, qu'on zigzag, qu'on essaye encore de passer la résistance et puis après ça peut péter par le haut et aller chercher à 57. Donc attendre de voir la congestion, soit on est assez agressif, on prend position, on se dit le stop par ici et aller chercher là-haut, risque récompense en 65, tout à fait possible. Soit on attend la congestion, mais peut-être qu'on va jamais revenir par ici et que ça va accélérer à la hausse. Mais là on a un stop plus court, 4,40 pour aller chercher 58. Je vais vous la faire suivre sur Twitter la semaine prochaine et puis on verra bien ce qui va se passer sur Wavestone. Le RSI est plutôt bien orienté, même pas encore en zone de surachat. Les bandes de Bollinger sont ouvertes. Donc là, il faut vraiment que ça accélère au niveau des volumes. On est sur quand même les 2 derniers jours sur des gros volumes. Des gros volumes pas exceptionnels, mais sur des volumes un peu plus que la moyenne. On voit début de semaine, c'était vraiment très peu de volume. Mais rien d'exceptionnel, mais
peut-être rechercher la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que je vous la partage, voir comment ça va se passer sur Webstone. Et on va finir avec SPI. Donc SPI, elle a déjà cassé sa résistance à 41,86. Je vous rappelle que SPI, on est sur des records très, c'est une tendance haussière vraiment délirante. Délirante parce que en 2020, même si avant, on va dire le crash du Covid, on était à 18 euros, là, on est sur une performance de plus de 130%, alors qu'il y a des actions qui sont à peine revenu sur ses plus hauts d'avant Covid. Donc elle est très performante. On voit en hebdomadaire, voilà, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Elles sont 10, 20, 50, 200, tout haussières. Donc c'est assez compliqué de rentrer. Bravo s'il y en a qui ont réussi. Je la regarde, mais voilà, j'ai pas réussi à rentrer quand il y a eu la forte baisse à 37,60. Il y avait une belle zone. Moyenne mobile 50 journalière aussi, belle zone. Mais bon, j'ai pas réussi. Donc maintenant, j'essaye de voir 41,86 si on revient par ici pour retenter. Après, on arrive sur des zones inconnues. On est sur des records, mais à voir. Elle est très forte. Moyenne mobile 20. À voir. Là, on est déjà peut-être reparti. On a fait un pullback sur la moyenne mobile 10. On est reparti. Peut-être sous forme un peu de drapeau tranquillement. Comme configuration qui pourrait être très intéressante à étudier, voilà, comme ça, et puis on casse le drapeau par le haut, peut-être semaine prochaine, un stop par ici, on va dans un premier temps chercher là-haut, risque récompense et à peine de 1, mais bon, on peut bien évidemment aller encore plus haut, l'auteur du mât du drapeau, etc. On n'en est pas encore là, bien évidemment, mais à surveiller, elle est très forte. J'aime bien aussi observer les sociétés qui sont les plus fortes. Donc on va voir s'il y a possibilité de rentrer sur SPI et je vous ferai suivre tout ça sur Twitter. Donc, j'ai oublié de vous dire, il va y avoir un détachement du dividende mercredi 14. Donc on va voir aussi ce qui va se passer après. Donc bien évidemment, ce qui dit détachement du dividende dit qu'il va y avoir un gap baissier de dividende. Donc pas d'inquiétude si vous voyez un trou de cotation, c'est la semaine prochaine sur SPI, ça sera le versement du dividende. Donc voilà ces 3 sociétés que j'avais envie de vous partager et que je vais vous faire suivre sur Twitter la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point économique de la semaine, le suivi technique du CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!